mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Maki Hebdo pour l'édition de cette semaine. Une semaine d'une actualité africaine assez chargée. En effet, cette semaine que nous avons pu baptiser Semaine africaine à l'Élysée, ça a été l'occasion pour le président français François Hollande de recevoir en 5 jours 3 de ses homologues africains. Il s'agit d'abord de lundi où il a reçu le Guinéen Alpha Condé, puis ce jeudi et vendredi le Gabonais Ali Bongo Ondimba et Macky Sall, le président du Sénégal. Et on a appris aussi qu'à ces entretiens se sont ajoutées également 2 conversations téléphoniques avec le Tchadien Idriss Déby et le Burkinabé Blaise Compaoré. Alors pour François Hollande, que l'on dit peu versé dans les affaires africaines, c'est un continent où il ne s'est jamais rendu, sauf en Algérie lors d'un stage à l'ENA. Ça a été l'occasion de dévoiler la politique que la France entend mener désormais avec l'Afrique, si ce n'est, comme disent certaines langues, l'occasion pour François Hollande d'entrer dans la case sacrée, enfin de porter son masque africain. Et puis, il y a également malheureusement le Mali où des islamistes d'Ansardine et des groupes armés qui contrôlent le nord ont démoli le week-end dernier des mausolées et d'autres monuments mythiques de la cité de Tombouctou, créant un grand émoi dans la communauté scientifique et culturelle internationale, mais également au Mali même. Et puis, le Rwanda et la RDC se sont livrés à une passe d'armes à l'ONU le 25 juin dernier. La RDC qui accuse le Rwanda d'armer justement les rebelles, le Rwanda qui nie toute implication dans ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle guerre à l'est du Congo, une guerre qui prend des allures de plus en plus inquiétantes. Et on a appris que ce vendredi, il y avait eu de très forts développements dans la région de Goma. Alors, sur ces sujets, j'ai réuni autour de moi Thiambel Guimbayara. Thiambel Guimbayara, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Thiambel Guimbayara, donc de La Voix du Mali. Et puis, à côté de Thiambel Guimbayara, il y a un habitué de l'émission qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, notre ami Léon Awazi Karomon. Bonsoir, Léon Karomon. Bonsoir, Pascal. Le plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Tout le plaisir est pour nous, Léon Awazi Karomon, qui est donc journaliste aussi et consultant. Et puis, un habitué de l'émission, Saliou Savané, bonsoir. Bonsoir. Voilà, Saliou Savané, donc expert en géostratégie africaine, qui est du think tank Boilandry Consulting. Alors, je vous le disais tantôt, le président François Hollande a reçu en une semaine, du lundi au vendredi, donc en 5 jours, 3 chefs d'État africains. D'abord le lundi, le chef d'État guinéen, Alpha Condé, et puis le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, qu'il a reçu ce jeudi même. Alors, je vous invite d'abord à regarder ce sujet que nous a préparé Christian Mambou, notre rédacteur en chef, qui lui-même était dans la cour de l'Élysée. Ali Bongo Ondimba descendant le perron de l'Élysée après un tête-à-tête avec François Hollande. De quoi ont-ils bien pu parler ? C'est la question que beaucoup se posent. Les 2 hommes se rencontrent officiellement pour la première fois. Il y a quelques mois, François Hollande était encore candidat à la présidence et avait pour slogan « Le changement, c'est maintenant ». Et parmi les changements prônés par le socialiste, les rapports entre la France et les pays africains. La France-Afrique ne pouvait que s'inviter à la visite éclair à Paris d'Ali Bongo. Des associations de la société civile gabonaise, soutenues par des ONG telles que Survie, ont appelé à manifester contre la rencontre. De nombreuses associations en France appellent à la fin de la France-Afrique. Quelle évolution souhaitez-vous aux relations entre la France et l'Afrique ? Il est étonnant que chaque fois que vous me rencontrez, vous me posiez ces questions-là. Lorsque nos prédécesseurs, le président De Gaulle et le président Léomba ont signé, si vous voulez, les accords liant nos 2 pays, moi j'avais 1 an. Pour Ali Bongo Ondimba, la question de la France-Afrique n'existe pas et ne se pose plus. Le président gabonais parle de rapport d'État à État. S'il ne balaie pas d'un revers de la main les relations antérieures entre la France et ses anciennes colonies, il préfère tirer des leçons des erreurs du passé pour construire l'avenir. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et les questions entre pays ne peuvent pas être traitées aujourd'hui comme c'était le cas il y a 50 ans. Les évolutions sont nécessaires et je m'inscris totalement dans l'évolution de nos rapports. Dans un communiqué, l'Élysée déclare que l'entretien a permis de passer en revue les priorités du partenariat franco-gabonais et d'examiner les domaines où il pourrait être renforcé
en particulier en matière de développement économique et de protection de l'environnement. Voilà, donc Ali Bongo Ondimba qui a été reçu jeudi. Je rappelle qu'avant lui, lundi, a été reçu également Alpha Condé, le président de la Guinée. Alpha Condé qui lui aussi a eu l'occasion avec François Hollande de passer en revue la coopération bilatérale entre la France et la Guinée. Et puis évidemment au calendrier, on s'en doute bien, il y a eu également les questions sécuritaires et puis la francophonie également. Alors on va regarder donc Alpha Condé et puis ensuite, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons décrypter ces visites et sous le mode « Mais pourquoi viennent-ils » On regarde Alpha Condé. Escale parisienne pour Alpha Condé après le sommet de Rio. Le président guinéen a été reçu hier par son homologue François Hollande à l'Élysée. Première rencontre officielle entre les deux hommes, certes, mais les sujets d'actualité ne manquent pas. C'est le cas de la libération du Nord Mali où la CEDEAO semble impuissante. Si Alpha Condé demande une assistance technique et matérielle auprès du président français, il souhaite que les islamistes soient délogés par une force composée uniquement de troupes africaines. Notre objectif, c'est que le Conseil de sécurité vote la résolution, qu'à partir de ce moment, nous agissions et à la fois à Bamako pour mettre en place un gouvernement d'union nationale sécurisé et aussitôt qu'on libère le Mali, c'est-à-dire Gao, Tombouctou, Kidal. De l'actualité, il en a aussi été question devant la presse étrangère pour Condé qui se prête rarement à ce type d'exercice. De l'organisation des législatives au statut de l'opposition, en passant par la lutte contre la corruption, la politique interne de la Guinée-Conakry prend vite le dessus. Pendant 20 ans, j'ai été victime des élections truquées organisées par ces gens. C'est eux qui organisaient les élections truquées. Aujourd'hui, j'ai dit les élections n'ont jamais été reportées en Guinée. La CENI propose une date. Mais c'est le président qui fixe. J'ai dit que je ne fixerai pas une date si ce n'est pas la certitude que le chronogramme sera respecté. Alpha Condé, qui a longtemps été opposant en exil à Paris, aura entretenu des rapports particuliers avec certains journalistes pendant sa traversée du désert. La presse aura joué un rôle déterminant dans sa lutte contre les régimes de Sékou Touré et du général Kanté. Aujourd'hui, à son tour président de la République, la donne change. Alpha Condé fait de la communication pour convaincre et rassurer l'opinion internationale sur la bonne gouvernance en Guinée. Voilà, messieurs, donc les audiences de Alpha Condé et de Ali Bongo Ondimba. Donc, vous vous en doutez bien, les questions de sécurité, des questions de politique intérieure et des questions d'économie étaient donc à l'ordre du jour. Mais curieusement, c'est les à côté, les aspects pas très reluisants de la relation franco-africaine qui semblaient intéresser les journalistes qui ont posé des questions, notamment sur la France-Afrique. Mais à vous, je veux demander, quelle est la première lecture que vous faites de ces visites qui se succèdent à l'Élysée? Pourquoi, quelle urgence pousse François Hollande à consulter ses homologues africains, et notamment ceux qui sont de ce qu'on appelle l'ancien précaré français? Léon Caromon. Bon, il y a d'abord la situation brûlante au Mali, qui est inscrit dans l'agenda du président français, notamment dans sa diplomatie vis-à-vis de l'Afrique. Donc on sait bien que même si la France a officiellement, jusque-là en tout cas, ne prévoit pas une action militaire directe du gouvernement français, mais la France est aux manœuvres pour pouvoir amener le Conseil de sécurité à adopter une position commune afin que le nord du Mali soit libéré de l'emprise de la rébellion et des islamistes. Donc ça, c'est quand même, vous l'avez remarqué même dans l'élément qui est passé avec le président Alpha Condé. Il a commencé à traiter du sujet malien. Bon, à part cette actualité brûlante qui concerne pratiquement toute la région, si pas toute l'Afrique d'ailleurs, il y a la continuité des relations franco-africaines. C'est vrai, quand vous dites les journalistes posent plus des questions sur la forme que sur le fond. Cela traduit tout simplement la nature même de ces relations qui ont été beaucoup plus marquées par la forme. D'autant plus que depuis le général de Gaulle jusqu'à pratiquement Nicolas Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy, c'était des relations qui étaient axées sur les relations individuelles. C'est-à-dire, c'était trop personnalisé. Et aujourd'hui, le président français, le nouveau président français François Hollande, qui arrive aux affaires, dit qu'il veut une rupture. Bon, c'est vrai, c'est mon impression. Sarkozy nous l'avait déjà annoncé, la rupture. Ce mot n'impressionne plus trop les Africains.
Il est vrai que la plupart des chefs d'État africains qui ont été reçus à l'Élysée revenaient du sommet des Rio. Ils ont prévu de faire escale par Paris pour prendre langue, si on dit, avec le nouveau locataire de l'Élysée. On va voir. Ce serait peut-être prématuré de dire que cela va décider de la suite des choses, mais on sait ce que les Africains devraient plutôt retenir, que dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Quel que soit le bord politique du président français, c'est d'abord l'intérêt de la France qui devrait primer, et à nous, Africains, et aux Africains de pouvoir tirer des leçons de ces 50 dernières années pour savoir que ça ne sert à rien de mener des politiques individuelles juste pour la pérennisation de certains pouvoirs en Afrique. Très bien. Salif Savané, votre réaction sur dans ce premier tour de table sur ce qu'on vient de voir? Oui, c'est-à-dire que moi je pense que le principe général c'était de venir rendre visite au nouveau locataire de l'Élysée. Seulement, bon, pour chacun de ces trois présidents, il y avait des raisons particulières. Monsieur Alpha Condé, qui se prévaut d'être membre de l'Internationale socialiste, a estimé utile à son retour de Rio de rencontrer le président français, un camarade de combat, un camarade socialiste. Et bon, surtout que dans son pays, il y a une crise politique. Oui, justement, on est à une impasse politique. C'est vrai que la visite d'Alpha Condé, c'est dans un contexte de tensions internes et de contestation de l'opposition en Guinée. On le suspecte de ne pas vouloir organiser les législatives dans les règles de l'art. Bon, c'est de bonne guerre. Du moins, du point de vue du calendrier, il a donné une indication. Oui, il parle du mois de septembre. Ça Parce me paraît déjà, ça devait se faire 6 mois après son élection en 2010. On est en 2012. Mais au moins, cette fois-ci, il a donné une indication. Ça me paraît étrange. Ça me fait penser à ce papier de notre confrère L'Express qui est allé à sa conférence de presse et qui parle d'arguments sidérants. Parce que, parlant des massacres du stade, il veut diluer ça dans je ne sais quoi. Parlant des élections, c'est pas sa faute, c'est la faute des opposants. Bon, enfin, j'espère pour la Guinée que ces élections auront lieu et que la prochaine Assemblée nationale sera vraiment représentative des sensibilités politiques de ce pays. Bon, maintenant, il y a la visite de M. Ali Bongo. M. Ali Bongo a demandé à être reçu. Il a demandé à être reçu, c'était pas très facile parce que tout le monde sait que le Gabon est plus que d'autres emblématiques de rapports franco-africains qui ont été maintes fois dénoncés. Donc bon, il est venu, il a actionné toutes les personnalités qui avaient leurs entrées. Ce qui est normal pour une diplomatie qui se veut dynamique. Voilà, donc bon, il est reçu. On espère que les relations franco-gabonaises vont entrer dans une nouvelle ère et que il n'y aura plus de soupçons. Voilà. D'ailleurs, il en a parlé, le président, en parlant de rapports exigeants en matière de gouvernance. Donc, mais de toute façon, lui-même, il donne le ton. Il est allé à Londres, il montre bien que le Gabon veut diversifier. Il a bien compris l'ère du temps. Bon, alors, d'ailleurs, il a dit, je suis dans l'évolution, ne cherchez pas à coller à mes basques, en quelque sorte, les lourdeurs du passé. Il donne l'air d'être dans l'air du temps. Il donne l'air, j'espère qu'il va continuer. Et puis, je finis pour le Sénégal, effectivement. J'ai vu un peu que le président Macky Sall a vraiment préparé sa délégation. Il y aura vraiment une très forte délégation. C'est une très forte délégation. Et puis, le Sénégal s'inquiète de ce qui se passe au Mali. Il y a déjà une dizaine de personnes qui ont été arrêtées au Sénégal, qui sont emprisonnées à Dagana pour collusion avec ces mouvements djihadistes. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils viennent et qu'ils s'inquiètent un peu de ce que les Français veulent faire. Voilà. Tchambel Gimbayara. Je crois que par rapport à cette série de visites, il faut rappeler que l'ancien locataire de l'Élysée a eu à tenir un discours quand même à Dakar qui reste vaste dans les mémoires. C'est le discours de Dakar, de l'université de Dakar. Et Hollande a promis la rupture, mais la cellule africaine de l'Élysée existe toujours, elle est consultable. Donc maintenant, il faut le juger sur les actes, elle n'existe plus dans la forme où elle était.
Maintenant, elle continue à recevoir, elle continue à aiguiser, elle continue à orienter, mais est-ce qu'elle va utiliser les mêmes rapports ou pas? Il faut les attendre aux résultats et voir ce qui va se faire concrètement sur le terrain. Il faut rappeler aussi que précédemment, il a reçu le Béninois Boni et puis le Nigérien Tandia. C'est vraiment le contexte. On se retrouve dans cette crise malienne où la France vraiment prend le taureau par les cornes et qu'elle héberge depuis fin mai pratiquement le président malien ici en convalescence, qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères. Ça inquiète la France. C'est normal que ça les inquiète parce que le désert est à quelques pas. Mais au-delà de cet aspect-là, je crois que les chefs d'État sont venus en quelque sorte se remettre dans l'estime de ce pouvoir. En tout cas, c'est cette démarche que ça laisse voir. Et même si la France se comporte autrement en traitant chacun égal à égal et qu'on reçoit chaque chef d'État, il y a des discussions. Mais il me semble qu'on s'oriente vers une issue où les rapports, la normalisation des rapports nous appartient également. En face de la France, d'être crédible, de remonter le discours à tenir et puis de se mettre dans une lignée où on ne va pas être dans cette dépendance, même si on se réclame de cette proximité, mais cette proximité doit être plutôt dans du concret et puis traiter les affaires avec chaque pays et son intérêt en face. Oui, alors justement, si le président Boni Yayi a été le premier à être reçu, ce n'est peut-être pas un signe du hasard, cela dénote peut-être de la volonté du nouveau pouvoir français de montrer que désormais on traite avec les institutions africaines, puisque Boni Yayi est président de l'Union africaine. Il est président de l'Union africaine, il n'est pas seulement président du Bénin. Ouais. Donc on n'est plus dans la situation où le président de la République discute avec le responsable de la cellule africaine de l'Élysée, discute avec les chefs d'État. Maintenant, c'est vraiment d'institution à institution. Et vous croyez qu'ils pourront tenir longtemps dans cette posture? Non, moi, déjà, ça va dans le bon sens déjà. Sans verser dans un avatar, sans prôner un avatar à la France-Afrique, j'estime que la France a une certaine responsabilité historique. Elle a une certaine responsabilité. Et on ne peut pas reprocher à des États de prendre contact, de vouloir travailler ensemble. Vis-à-vis des pays francophones d'Afrique, il n'y a aucune infamie à cela. Vis-à-vis des pays francophones d'Afrique, la France, qui est une puissance diplomatique, à mon avis, elle a le devoir, quand il y a certaines situations, comme celle du nord du Mali, de faire le nécessaire pour que chose. Elle est dans une position, à mon avis, idéale pour traiter avec l'Algérie, pour faire l'interface entre l'Algérie, le Niger, le Mali, pour que cette puissance régionale qui est l'Algérie s'implique dans le dossier du nord du Mali. Et la Mauritanie se mouille un peu aussi. La Mauritanie aussi, et que la France qui n'est pas une puissance moindre aux Nations Unies, à la Banque mondiale, au FMI et autres, puisse vraiment jouer de son influence, de son poids, pour que le calvaire des Maliens, pour abréger le calvaire des Maliens. Parce que quand il dit adressez-vous aux Nations Unies, ça me fait un peu peur. J'ai peur qu'on ait un avatar du Jospin ni ingérence, ni indifférence, et puis on ne fait plus rien. Ça, oui, tout à fait. Alors, Léon Karoumo, vous avez l'air d'approuver, vous acquiescez les propos de votre ami. J'approuve tout à fait le côté... il y a une part d'indignation venant d'un Africain on ne peut pas assister comme ça impuissant à la souffrance du peuple malien. Oui, mais quand la France s'implique, on la taxe de retour au néocolonialisme. Quand elle ne bouge pas, on dit qu'elle a rien fait, elle a laissé les Africains se massacrer entre eux. Oui. Souvenez-vous du Rwanda, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Justement, donc je voudrais abonder par là. Après, au-delà de cette part d'émotion légitime que peut susciter la situation au Mali, il y a la réalité politique. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a à peine une année, la France a fait une intervention fracassante en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas encore loin, c'est encore très frais dans la mémoire. Ça a été commenté de diverses façons. On a vu le retour d'une France néocoloniale, alors qui n'a jamais été aussi forte, aussi insolente, entre guillemets. Donc je pense que par rapport à cette réalité... Les Africains crient, on veut régler nos problèmes nous-mêmes, mais en même temps, ils ne le règlent pas. Regardez la Somalie n'existe plus. Donc, quand Farah Taïdid a chassé les Américains, bon, évidemment, l'épisode de Bernard Kouchner portant les sacs de riz pouvait peut-être avoir choqué les esprits à l'époque, mais aujourd'hui, où en est la Somalie? Les factions et les tribus qui sont en train... Je ne sais pas si l'intervention de la Côte d'Ivoire était vraiment néocoloniale.
Parce que s'il n'y avait pas eu intervention et qu'on était resté dans cette situation où chacun des candidats revendiquait la victoire, avec ce début de guerre civile, je ne sais pas où on serait allé. Hein. Vraiment, je ne sais pas où on serait allé. Alors, si quelque part on peut amoindrir le jugement sur la Côte d'Ivoire, par contre, la France est comptable de l'intervention en Libye avec l'OTAN. Et ils sont responsables de cette situation. Une intervention quand même. Voilà une intervention. Très bien, alors on vous laisse finir alors, Léon Caromon. Cette succession d'événements qui ont été quand même assez forts en 2011, je pense que François Hollande, qui vient d'arriver aux affaires, qui veut normaliser il a raison de se montrer prudent. Il a raison de se montrer prudent parce que, qu'on le veuille ou pas quand même, il y a une instance internationale qui règle des différends quand ça touche à la paix. Quand la paix est menacée, il y a les Nations Unies. Après, la France, de par sa position et ses relations étroites avec ses anciennes colonies, peut à tout moment activer des leviers pour pousser ces conseils de sécurité à agir directement. Mais aujourd'hui, la France, ça c'est la réelle politique, hein. Je ne vois pas la France en train d'intervenir directement, que ce soit en Côte d'Ivoire, plutôt au Mali ou ailleurs. Ça serait trop mal vu, parce que même si c'est vrai en Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas dit, en Côte d'Ivoire ce n'était pas une intervention à caractère néocolonial. Bien sûr. Parce qu'il y avait une autre réalité, mais aujourd'hui, la donne est là. François Hollande aura du mal à intervenir aussi ouvertement. Non, on ne demande pas à ce que l'armée intervienne. Alors, donc, ça veut dire que quelque part, vous êtes d'accord que des chefs d'État africains puissent entreprendre de relancer la machine de la coopération avec la France sans que, pour autant, on voit avancer ou ramper les relations troubles du passé avec les concussions, les connivences qu'on a connues, les réseaux parallèles avec des individus interlopes qu'on a pu appeler la France-Afrique. Donc on peut entreprendre ce type de démarche. De prime abord, on n'a pas à condamner ni à dénoncer cela si ça se situe dans un contexte d'égal à égal, même si quelque part on peut se faire privilégier par rapport à l'histoire, par rapport aux liens qui ont uni la France à ces puissances-là. Mais ça doit l'être de façon quand même consensuelle. Et puis bon, pour que cette rupture soit sentie et vécue par les populations aussi, par l'Afrique tout entière, il faut que les dirigeants africains se montent à la hauteur. Très bien. Alors on a évoqué le problème le dossier sécuritaire qui ont été au cœur de leurs entretiens. Mais au plan économique, vous pensez que la France est totalement prête à soutenir justement les programmes économiques de ces pays, ou alors on va arriver à une certaine conditionnalité qui passe par la bonne gouvernance et l'exigence démocratique? Pour la Guinée, il y a eu... Pour revenir à l'esprit de Cancun. Pour la Guinée, enfin, de ce que je sais, il y a eu annulation d'une partie de la dette, rééchelonnement d'une 28 milliards, c'est pas rien. Et la Guinée et la France est engagée à accompagner la Guinée pour qu'elle atteigne le point d'achèvement du PPT, pays pauvre très endetté. Donc, effectivement, M. Alpha Condé se plaignait de ce que M. Sarkozy n'avait octroyé à la Guinée que 5 millions d'euros. Je pense que là, il devrait quand même... Il est en famille, là, entre socialistes. Espérons que pour on lui... l'a vu poser la main sur l'épaule de François Hollande. Espérons pour lui et pour la Guinée que son cher camarade, comme il appelle François Hollande, sera plus généreux vis-à-vis de la Guinée. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de générosité. Léon Caromon disait qu'il n'y avait pas de sentiment. Non, enfin, et quand je parle de générosité... Il s'agissait plutôt du pragmatisme politique. Oui, vous avez tout à fait raison, Pascal, parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, je pense que la France se trouve dans une situation où elle n'est plus seul acteur économique en Afrique. Et ça pèse énormément. Donc, ce qui est embêtant d'ailleurs pour François Hollande, plus que ses prédécesseurs, la France doit se résoudre à la réelle politique. Vous avez d'un côté la Chine qui a fait une pénétration spectaculaire sur le plan économique en Afrique. Vous avez le Brésil, vous avez l'Inde qui est très présente et qui continue à augmenter ses parts des marchés. Donc la France aujourd'hui ne peut que revenir vraiment sur le terrain et plutôt ne plus considérer l'Afrique comme étant un terrain conquis. Donc cela impliquera pour François Hollande malheureusement beaucoup de réalisme politique, au risque même de voir certains régimes politiques africains tirer cela à leur avantage pour se comporter dans le non-respect des droits de l'homme, dans certaines valeurs qui sous-tendent toujours les relations entre la France-Afrique. Donc je pense que dans les années à venir, il y aura beaucoup plus de pesanteur d'ordre économique pour la France vis-à-vis de l'Afrique que par les passés, quoi. Alors justement, parmi les dossiers qui étaient au cœur de ces entretiens, bon, on a
on a cru voir transparaître également le problème du sommet d'octobre de la francophonie, puisque la francophonie joue aussi un rôle maintenant dans la résolution des conflits. Alors, la question qu'on se pose, François Hollande ira, n'ira pas à Kinshasa. Les oppositions à Kinshasa disent que sa venue serait donner un blanc-seing à Laurent Désiré Kabila, contre qui l'opposition a un certain nombre de griefs par rapport à la gouvernance politique. Et puis, du côté de l'Élysée, on ne confirme ni n'infirme la présence de François Hollande. À votre avis, devrait-il y aller ou pas à Kinshasa, Tchambel? Aller à Kinshasa, c'est peut-être une question que j'aborderai de façon complémentaire après avoir vu. De toutes les manières, de façon globale, la position de la France doit être dictée. Après l'intervention de ces puissances dont Léon Karomo venait de citer, il y a aussi la main qatarienne qui intervient de façon à double tranchant. Et donc, cette position française d'intervention économique ne va pas traiter les États à la même table, à la même enseigne, c'est sûr. Les États africains n'ont pas la même puissance économique et la France ne soutire pas de la même manière dans l'un ou dans l'autre. Donc, il va falloir être réaliste en la matière. Maintenant, pour aborder le cas du déplacement de Kinshasa, je crois que ça rentrerait aussi dans une logique de normalisation avec ce pays. Ce n'est pas normal qu'il normalise avec le Rwanda ailleurs et que Kinshasa passe à la trappe. Ça n'est pas du tout normal. Et donc, il serait peut-être le bienvenu. Ce n'est pas un blanc-seing, mais c'est une normalisation. C'est traiter le Congo en égal. C'est le peuple congolais qui a élu son président. Il a tout de même... Même s'il est mal élu, dit-on? Mal élu par rapport à qui doit juger? C'est au peuple de le juger, ce n'est très pas bien. Saliou, moi, je ne suis pas très d'accord. En quoi est-ce que la présence ou non de François Hollande est importante au sommet de la francophonie? Je ne suis pas contre sa présence à Kinshasa. Il y a un sommet de la francophonie. La France est pays francophone plus qu'on peut le dire. Il est tout à fait normal que la France soit présente. M. Kabila, quoi qu'on dise de son élection, est investi président. Il est tout à fait normal. Et comme l'a rappelé notre ami Tchambel, il ne peut pas avoir de différence de traitement. On ne peut pas chouchouter, cajoler ou être indulgent vis-à-vis d'un pays comme le Rwanda et puis être sévère vis-à-vis de la RDC. Par contre, quand Tchambel parle de le peuple a élu, ça, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'élections en Afrique. Il y a la liste maintenant. Un confrère rappelait récemment que quand on lit les rapports des observateurs, là, c'est à une virgule près, à 2 mots près, c'est la même chose. C'est la même chose. Élection globalement satisfaisante. Non, c'est pas sérieux. Très bien. Léon Karomo, votre avis sur la présence ou non de François Hollande à Kinshasa? Et ensuite, on abordera le Mali, puisque la question sécuritaire était au cœur de ces entretiens entre François Hollande et ses homologues africains. Oui, je pense que si ça ne tenait qu'à la façon dont les élections sont déroulées à Kinshasa, notamment la présidentielle législative, il n'y aurait même pas de débat, parce que l'Union européenne, les États-Unis, toutes les puissances occidentales, tout en dénonçant les fraudes, entre guillemets, massives qui ont été constatées dans le déroulement de ces élections, tout en disant ce qu'ils avaient à dire de façon très, très ferme d'ailleurs, je pense qu'à la fin, ils ont tous dit, ont reconnu que toutes ces insuffisances, c'est ça le mot, toutes ces insuffisances n'étaient pas de nature à remettre en cause l'élection du président Kabila. Donc, je pense que ce chapitre-là est clos depuis très bien. Plusieurs mois. Allons-y maintenant Par sur la contre, francophonie. il y a un élément qui peut faire que le président français ne soit pas à Kinshasa ou qui peut faire capoter tout simplement l'organisation du sommet à Kinshasa, c'est l'évolution dangereuse de la situation sécuritaire à l'Est qui peut embraser. En 1998, ça avait commencé comme ça et après on a vu l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, l'Ouganda, qui sont intervenus on va y arriver. On parlera de la situation à RDC. Alors, rapidement, on va donc aborder la situation au Mali. Le Mali, pour lequel un sommet est prévu, un sommet ouest-africain est prévu ce week-end donc à Ouagadougou, sommet auquel le président de transition devait assister et finalement en dernière minute pour des raisons médicales il n'est pas parti.
Et puis, je le disais tantôt au début de cette émission, les islamistes, depuis le week-end dernier, ont commencé à détruire à Tombouctou tous les vestiges et les mausolées de la Cité Sainte, comme on l'appelle, et ce qui a suscité vraiment un grand émoi dans la communauté scientifique et culturelle internationale. Alors, je voudrais qu'on regarde ce sujet que nous a préparé Nerne Aliou Traoré. C'est 7 des 16 mausolées de saints musulmans à Tombouctou que les islamistes du groupe armé Ansardine ont démolis pendant le week-end. Un acte des plus odieux que le Mali, dans toute son histoire culturelle, n'a pas connu. Pire encore, les islamistes ont franchi une étape supplémentaire lundi en brisant la porte d'entrée d'une des 3 plus grandes mosquées de la ville. Stupéfaction et désolation ont accueilli ces actes criminels. En saccageant ces mausolées-là, on veut raser l'histoire. On veut effacer l'âme de la ville de Tombouctou. Les 333 siens, ce n'est pas du rien. C'est bâti sur quelque chose d'historique qui accompagne tout Tombouctien dans sa vie. Tout Malien, tout musulman. Et c'est là que nous nous posons des problèmes. Est-ce que ceux qui sont en train de faire ça sont des musulmans? Ces mausolées, ces mosquées représentent tout pour moi. La mosquée de Sidi Yahia qui a été détruite, ça m'a tellement affecté, ma famille est même collée à la mosquée. Donc je dirais que c'est une partie de moi-même qui a été détruite. Même les tout-petits ne restent pas indifférents face à ces profanations, même s'ils ne savent pas souvent de quoi il s'agit. On a vu à la télé des mosquées qui sont en train d'être saccagées. On ne sait pas ce que c'est, mais quand même, il faut arrêter ça, c'est pas bon. Je voudrais que ces enfants prennent un peu conscience aussi de cela, que les parents aussi à la maison leur parlent de ça. Malgré le saccage, nous allons continuer à parler de ça parce que nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains de qui que ce soit. Et nous sommes obligés de défendre, c'est notre patrimoine. Le ministère de la Culture malienne est déjà dans le processus de saisine de la Cour pénale internationale. Mais force est de reconnaître qu'il y a urgence. Un peuple se doit de léguer une histoire, un patrimoine à sa jeune génération, au risque qu'elle tombe dans l'obscurantisme total. Voilà, scène de démolition donc dans le nord du Mali, et comme je vous le disais, cela a suscité une vive émotion. On a vu l'émotion des Maliens et des plus jeunes aux adultes également. Et puis, du côté de l'UNESCO, qui avait justement déclaré patrimoine mondial ces mosquées, et les islamistes ont dit que c'était en réponse ou en représailles de cette décision. La directrice générale de l'UNESCO a elle aussi exprimé son indignation, de même que la ministre malienne de la Culture. On les écoute. Tout ce qui se passe au Mali, la destruction des mausolées, les sites de patrimoine mondial représente une tragédie. C'est totalement inacceptable, quoi que ce soit la situation. J'ai lancé un appel à tous les parties prenantes. J'ai lancé cet appel aussi à tous les partenaires, aux leaders politiques, religieux. J'ai discuté ça avec le secrétaire général des Nations Unies. J'ai discuté avec le directeur général de l'ICESCO, l'Organisation islamique pour la culture et l'éducation. Nous avons aujourd'hui déjà aussi la forte déclaration de l'ICESCO. Nous sommes en contact avec les autorités maliennes. Il nous faut tout le soutien de la communauté internationale pour arrêter cette destruction. Les présumés auteurs seront poursuivis et répondront de leurs faits. Le Mali, pays laïque, terre de tolérance et d'hospitalité, héritier de plusieurs civilisations séculaires, respectueux des biens et des droits de la personne, reste encore debout et conserve sa dignité. Voilà, messieurs, j'espère que vous êtes sensibles à l'histoire et à l'art. Je voudrais avoir votre réaction devant le saccage de ces monuments historiques. Salut aussi, Savané. Non, mais bon, je crois que par ces actes, ces islamistes ou djihadistes ont montré non seulement qu'ils étaient inintelligents, complètement incultes, et puis je crois qu'ils ont complètement scié la branche sur laquelle ils n'ont plus aucune légitimité. C'est-à-dire que je dirais même que à quelque chose... C'est au nom de la pureté des origines qu'ils l'ont fait. Non, justement, c'est que justement, à travers ces actes, ils auront démontré que eux et d'autres, et leurs compagnons de combat ou frères d'idéologie islamistes littéralistes, sont des gens qui n'ont rien compris à l'islam
Et justement, à quelque chose, je dis quelque chose, à quelque chose, malheur est bon. Ce tact décrédibilise à jamais toutes ces personnes qui, au nom de l'islam, d'un islam pur, violent, saccagent la mémoire de tout un peuple. Voilà. Bien. Léon Caromon? Moi, je rebondis tout simplement au mot que vous venez d'utiliser, la pureté des origines. Et depuis quelques temps, avant même la crise malienne, je commençais à me poser des questions avec le Boko Haram au Nigeria, toute cette succession d'attentats, et maintenant c'est le Mali qui est touché. Demain, peut-être le Sénégal, qui sait. Donc, ça commence à faire tache d'huile. Alors, plutôt que de rester que dans l'événementiel, c'est vrai, ça suscite beaucoup d'émotions quand on voit ça, et surtout d'indignation. Je me pose sérieusement la question de toutes ces religions importées en Afrique. Bien sûr. L'islam, la religion chrétienne, la religion catholique. Voilà. Aussi loin que remontent mes petites connaissances en histoire, l'Afrique a toujours connu des problèmes, mais pas des problèmes de guerre des religions. Il n'y en avait pas eu. L'Afrique, c'était vraiment le continent de la tolérance des croyances, avec toutes les divinités, avec tout ce qu'on pouvait avoir comme élévation de l'âme, de la spiritualité. Mais là, il y a quelque chose dont on doit faire très, très attention. Et ça me pose cette question. Je remets en cause carrément toutes ces religions qu'on nous a importées et qu'on n'a pas maîtrisées, qu'on a cru maîtriser, mais qu'on n'a pas maîtrisées. Et il y avait un soubassement culturel et un soubassement de colonisation qu'on n'a pas maîtrisé et qui aujourd'hui, avec la bêtise, excusez-moi le terme, de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, est en train de ressurgir en face. Et quand vous parlez de cette pureté des origines, c'est ce que ça veut dire. Très bien. Alors, Tchambel, est-ce que vous avez les mêmes tourments métaphysiques que votre voisin? Oui, mais c'est des attitudes condamnables, mais il faut se remettre quand même il faut se remettre dans le contexte quand même et puis resituer. On est parti du 7 janvier avec l'alliance entre le MNLA, Ansardine, AQMI pour égorger, éventrer des actes abominables qui n'ont pas suscité autant d'indignation à travers le monde, quand on est venu aujourd'hui à terrasser des mausolées qui datent du 13e, 12e siècle. La guerre et les pertes de vie humaines se sont banalisées. Oui, se sont banalisées face aux monuments. Les monuments, c'est pire. Je sais que c'est encore plus difficile à supporter pour les Tomboksiens de voir la mosquée de Sidi Yahya par terre ou cette porte éventrée. C'est difficile à comprendre et surtout à supporter par rapport à la population parce que c'est tout un héritage, c'est toute une culture, c'est deux conceptions de l'islam. La conception de l'islam au Mali, sur cette terre de 333 saints, où il n'y a jamais eu d'idolâtrie. Tombouctou, il n'y a jamais eu d'idolâtrie. Dans son histoire, par hasard des faits, elle vient d'être occupée encore après 1590 par les troupes de Djouder. Les Marocains l'ont envahi au XVIe siècle. Et donc, aujourd'hui, ils sont envahis par ces intégristes obscurantistes avec leurs frères, parce que Tombouctou, c'est une ville arabe. Les 333 saints, il n'y a pas un... Il n'y a pas un Touareg là-dedans. Il n'y a pas un Touareg là-dedans. Et donc, ils se sont attaqués à des frères musulmans. Et malgré l'ecclésie de Tombouctou qui a essayé de calmer les ardeurs, qui a essayé, comme à Gao, on a vu, ils ont profité de la fougue de la jeunesse qui s'est révoltée. Les femmes ont tenté pareil, mais les ecclésiastes essaient toujours de ne pas d'aller dans la provocation. Les sages ont dissuadé les jeunes d'aller manifester. De les retenir. Mais les conséquences sont visibles. C'est la résolution 2056 que la communauté internationale a pleinement joué son rôle. Aujourd'hui, politiquement, on parle de gouvernement d'union nationale. Il y a aussi cette autre réalité de mainmise du pouvoir où certains ont cru bon à un état de faiblesse d'attaquer le Nord, d'envahir le Nord. D'autres au Sud également ont cru bon, dans une époque de faiblesse également, de mettre même bas sur le pouvoir et de ne rien céder, de ne vouloir même pas partager la discussion. C'est ces restaurateurs au Sud qui contribuent également à envenimer la situation. Il faut que les Maliens se parlent. Donc l'État est affaibli quelque part et cela permet à des groupes armés de faire ce qu'ils veulent. Alors vous vouliez répondre à Léon Caromon et puis après on va passer sur on passera sur le Rwanda. Monsieur nous dresse un tableau de la forteresse Afrique assiégée par des religions importées. Mais ça c'est l'histoire du monde. Le christianisme a été, pour reprendre son expression, porté en Amérique latine, le protestantisme en Amérique du Nord, il y a eu le christianisme, l'islam en Asie, en Chine, un peu partout. Bon, alors donc, chacun a adopté ses religions, les a adaptées à sa culture. Il y a eu partout, il y a eu des syncrétismes religieux. Ce n'est pas ces religions qui sont en cause, c'est l'interprétation, la bêtise de gens
qui instrumentalisent ces religions qui idéologisent leur frustration, leur ressentiment. Mais il ne faut pas s'en prendre à des religions qui, dans leur fond, sont des religions de paix. Je ne m'en prends pas à des religions. Voilà. Très bien, monsieur. Je me pose des questions sur le fond. Alors, messieurs, on va éviter une guerre de religion sur ce plateau et puis nous pencher sur le rapport d'experts de l'ONU qui a affirmé que les mutins en RDC étaient soutenus par des hauts responsables rwandais, notamment le ministre de la Défense, le général James Kabarebe, et le chef d'état-major des armées, le général Charles Kayonga, qui aurait apporté une aide directe à la création du M23. Alors, évidemment, le Rwanda nie toute implication dans cette guerre et Kinshasa, de son côté, se saisit, je dirais, pleinement, à pleine main de ce rapport des Nations Unies qui affirme que Kigali est intervenu pour la formation des troupes rebelles. Et justement, la tension monte entre les deux États. Alors, dans cette partie de poker menteur, qui dit vrai, nous allons d'abord aller sur le terrain avec Moïse Bunkoro pour voir un peu comment se déroulent les combats dans cette région de la RDC. Va-t-on vers un nouveau refroidissement des relations entre Kigali et Kinshasa? Dans une récente lettre adressée à l'ONU, les autorités congolaises ont accusé le Rwanda de soutenir le mouvement du M23. Une accusation rejetée en bloc par le Rwanda. Hier, au siège des Nations Unies, la chef de la diplomatie rwandaise a tenu à dénoncer ce qu'elle appelle de la désinformation. Le Rwanda ne soutient aucun groupe rebelle dans la région et ne participera à aucun acte de déstabilisation dans la région et encore moins en RDC. Pour la ministre rwandaise des Affaires étrangères, son pays n'est qu'un bouc émissaire dans la crise congolaise. Sans parler explicitement d'un échec de la mission des Nations Unies en RDC, les autorités rwandaises demandent une réexamination de sa mission. Un conseiller de la sécurité de Paul Kagame va plus loin et accuse les ONG d'être à l'origine de l'aggravation de la situation dans l'est du Congo. Quand vous avez des défenseurs des droits de l'homme et des travailleurs humanitaires qui font de la manipulation et empêchent les populations de pouvoir discuter des vraies questions, à ce moment, c'est eux le problème. Sur le terrain, les combats continuent entre le mouvement du M23 du général Bosco et l'armée congolaise. Quant à la situation humanitaire, elle se dégrade chaque jour. Plus de 200 000 personnes ont fui leur domicile depuis le début des combats en avril dernier. Voilà, messieurs. Alors, où va-t-on? Est-ce que l'escalade va continuer, Léon Karouman? Elle risque de continuer. Elle a pris une tournure très très inquiétante au regard des dernières déclarations du gouvernement congolais, parce que c'est quand même la première fois où ce gouvernement qu'on a tant critiqué pour sa mollesse vis-à-vis de la situation qui prévalait à l'Est, c'est la première fois que le gouvernement congolais a pris une décision aussi ferme, une dénonciation aussi ferme vis-à-vis du Rwanda. Donc ça, c'est quand même un fait nouveau. Et deuxième fait nouveau, je pense que pour une fois, la communauté internationale qui a donné une sorte de blanc-seing au Rwanda, des chèques en blanc pendant 15 ans. Parce que cette situation qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste un masque qui vient de tomber. C'est un secret de polichinelle que le Rwanda agresse de façon permanente la RDC depuis 15 ans, depuis 1998. Donc, quand on a parlé de la première guerre mondiale africaine en RDC, mais c'était à partir de l'agression rwandaise en 1998. Donc, aujourd'hui que les choses évoluent, malheureusement de façon très inquiétante, après plusieurs efforts consentis par le gouvernement congolais. Ce n'étaient même pas des efforts, moi j'appelle ça de l'humiliation. Les Congolais se sont trop humiliés pendant plus de 10 ans d'humiliation permanente. Et je pense qu'aujourd'hui, si Kinshasa ne prend pas les choses au sérieux, la situation risque de se retourner très très sérieusement contre elle. Et la menace ne viendra pas du Rwanda, ce sera la population congolaise qui va s'élever cette fois-ci. Vous faites allusion aux jeunes du Kivu qui ont l'air d'être décidés à aller au combat. Alors justement, l'attitude de Paul Kagame qui, dans une espèce de morgue, déclare que son pays, on veut faire de son pays un bouc émissaire et que les problèmes de Kinshasa ne viennent pas du Rwanda et que lui n'était même pas né quand les problèmes de la RDC existaient et que le vrai problème pour le Rwanda, c'est plutôt le FDLR. Oui, bon, c'est de la rhétorique, c'est de la mauvaise foi, c'est de foncièrement malhonnête. Voilà un individu soutenu par d'éminents membres du Congrès américain, par des lobbies
église néo-évangélique, par le lobby sioniste, Israël, qui s'est permis de faire tout ce qu'on dénonce, tout ce qu'on apprend là maintenant. Et on a un président ici qui est allé très loin en proposant au président de la RDC de partager à 50-50% les ressources de son pays avec son agresseur. C'est pour vous dire jusqu'où on est allé en faveur de cet individu. On a beau vanter les réussites économiques du Rwanda, ce n'est pas du tout un démocrate, c'est un dictateur, c'est un régime ethniste, ça tout le monde le sait, tous les gens qui ont un minimum de bon sens. Et là, on a un cas flagrant d'agression. Les Américains font semblant de découvrir la chose, ils ont été complices de cet individu depuis longtemps. Bon, il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. Je ne sais pas, il faut que les Congolais se mobilisent. Je pense que lorsque les Américains vont se rendre compte que les Congolais... dans le Kivu au niveau de la jeunesse. Quand ils vont se rendre compte que les Congolais se mobilisent et qu'il y a risque d'attaque du Rwanda, d'envahissement de ce pays, eh bien, je pense qu'ils vont trouver une solution à ce problème. Voilà. Tchambel, votre avis sur la question? Mon avis est qu'il fut un moment où Kagame disposait de soutien du stand de Bush, et avec la politique d'Obama, est-ce que ce soutien reste au même niveau? Je n'en sais rien. Mais c'est une question qui est quand même posée. Mais dans cette histoire, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? Les minerais, le sous-sol n'a pas changé, donc je pense que l'attitude américaine n'a peut-être pas beaucoup évolué. Bon, très certainement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport des experts des Nations Unies qui ont quand même carrément montré l'implication du Rwanda là-dedans? La RDC n'a pas une frontière commune qu'avec le Rwanda. Il l'a avec d'autres pays, bien sûr. Le Rwanda s'est fait prendre la main dans le sac. Le problème vient toujours du Rwanda. Le Rwanda vous dit, oui, c'est les Hutus qui sont instrumentalisés par Kinshasa. C'est trop facile. Il y a des éléments, il y a des rapports, il y a des preuves. Les 40 pages d'annexe du rapport des 48 Nations Unies, exactement. 48 sont pour le moins explicites et éloquentes. Il y a des témoignages, il y a des interceptions d'appels téléphoniques. Ils ont recoupé les informations. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le Rwanda cesse ses menées à cette frontière-là. Le Rwanda se nourrit de la déstabilisation, de la mort en RDC pour sa prospérité. Ça ne peut pas continuer. Très bien. Alors, messieurs, il nous reste 5 minutes d'émission et je vais vous donner l'occasion d'aborder les quelques brèves de l'actu de cette semaine qui ont retenu votre attention, et nous clôturons l'émission sur ce point-là, et nous aurons l'occasion de revenir justement sur cette situation en RDC, puisque, comme nous l'a expliqué Léon Carremont, un développement est en train de... un développement, notamment au niveau du mécontentement de la jeunesse du Kivu, est assez inquiétant, et je pense que on pourrait ne pas se tromper en pronostiquant des développements futurs et la montée du mécontentement dans cette région qui fera que forcément cette région reviendra dans l'actualité, on aura le temps de développer. Mais pour l'instant, nous nous attachons aux brèves de la semaine qui ont retenu votre attention. On commence par Tchambel Gimbayara. Au-delà de l'émoi de la destruction des mausolées de Tombouctou et de cette mosquée emblématique Sidi Yahya, je joindrai quand même à cette note glissante du Mali un fait de nos confrères. Un de nos confrères de l'Aurore, Abdraman Keïta, a été arrêté, molesté par des individus encagoulés. Ils lui ont retiré même le million qu'il avait pour sa dot. C'est vraiment dramatique que les journalistes n'arrivent plus à faire leur travail, surtout qu'on les empêche de marier à leur dulciné, et en retirant tout simplement cela, c'est condamnable à plus d'un titre. Je suis vraiment sérieux, et ça, cet acte, il faut le condamner avec la dernière rigueur. Voilà, donc le métier de journaliste continue d'être dangereux sous toutes les latitudes, même si une note, je dirais, quelque peu humoristique s'est glissée dans cette intervention, mais on retient que le métier de journaliste continue d'être dangereux quand même sous toutes les latitudes, et surtout dans les pays en situation de crise politique. Léon Carremont. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? Moi, je me réjouis de la signature par le gouvernement congolais et le gouvernement sud-africain d'un protocole d'accord pour la construction de la 3e phase du grand barrage d'Inga, qui, si les travaux arrivent à terme, pourrait alimenter toute l'Afrique. Ça, c'est une bonne chose.
je me dis que voilà un genre de coopération qui devrait interpeller nos amis rwandais qui pensent qu'il n'y a que par la guerre qu'on peut coopérer, qu'on peut contraindre un gouvernement à partager ses richesses. Ce que vient de dire Savanier, c'est très grave. Ça montre le degré d'humiliation de ce peuple congolais qui est allé jusqu'à accepter à partager, parce que le Congo a toujours partagé ses richesses. Très bien. Donc on n'a pas besoin de faire la guerre. Il pourrait même être le grenier de l'Afrique. Voilà, pour en arriver là, quoi. Voilà. 2 minutes, il nous reste, Monsieur Savané. Moi, je vais parler d'un formidable gâchis et d'une tristesse que j'ai ressentie quand j'ai écouté des Algériens à l'occasion du 50e anniversaire de leur indépendance. Il a fallu 8 ans de guerre, plus d'1 million de morts. Voilà un territoire qui était un département français, ce n'était pas une colonie, c'était un département français, dont on avait tué 30% de la population en 1830 et 1848, dont les habitants, les autochtones, étaient des citoyens de seconde zone. Tout en étant un département, ils n'avaient pas la citoyenneté française. Ils ont dû se révolter, et ça a conduit à cette indépendance. Et aujourd'hui, vous écoutez les Algériens, ils vous disent « Oui, on a eu l'indépendance, on a recouvert notre dignité, mais quel gâchis !» Avec 50 ans d'indépendance, avec le pétrole, avec le gaz, on n'a rien fait de ce pays. Il n'y a pas de logement. Un Algérien me disait la dernière fois, on ne peut même pas fabriquer un couteau dans notre pays. Il n'y a rien, après 50 ans d'indépendance, avec toutes ces richesses-là. C'est terrible. Donc, je pense que si les Algériens reprochent à leur État de continuer d'être un État rentier, en fait. Si à la 4e République française, on avait su, avec intelligence, gérer ce territoire, créer une situation pour que les habitants de ce pays se sentent français, je pense que même s'ils accédaient un jour à l'indépendance, on aurait évité tous ces traumatismes-là et l'arrivée au pouvoir de ces gens. Très bien. Alors justement, en attendant que les Algériens aient la joie de voir que leur pays cherche d'être un État rentier, nous allons conclure cette émission et je voudrais vous remercier, messieurs, Tiambel Gimbayara de La Voix du Mali, remercier Léon Caromon, Awazi Caromon, notre ami consultant et journaliste, et puis notre ami de Bois-Landry Consulting, Salut aussi Savané. Merci. Je voudrais également remercier toute la rédaction de Télésud qui m'a aidé à vous proposer cette émission, et puis bien sûr l'équipe technique amenée par Gary Ria qui l'a réalisée. Voilà, c'est terminé Maki Hebdo pour cette semaine. Rendez-vous samedi prochain, ici même, à la même heure, si tel est votre souhait, bien sûr.